Salut Thomas, dis-moi, tu as remarqué ce truc bizarre dernièrement? J'ai l'impression que tout le monde autour de moi passe son temps à dire qu'ils sont fauchés, que l'inflation les étrangle, que le prix des pâtes a doublé. Et pourtant, je n'ai jamais vu les terrasses aussi pleines et les stories Instagram aussi remplies de voyages à l'autre bout du monde. C'est moi qui hallucine ou il y a un bug dans la matrice? Salut Sarah. Alors non, rassure-toi, tu n'hallucines pas du tout. Il n'y a pas de bug, c'est même le sujet brûlant du moment chez les sociologues et les économistes. Bienvenue dans l'ère du doom spending. Le doom spending? Ça sonne comme un titre de film d'horreur de série B. C'est quoi exactement? Dépenser pour l'apocalypse? C'est un peu ça, ouais. Littéralement, c'est la dépense de la fatalité. C'est un phénomène fascinant, surtout chez la Gen Z et les millennials. En gros, c'est l'idée de dépenser son argent pour des plaisirs immédiats, souvent luxueux ou expérientiels, parce qu'on a l'intime conviction que l'avenir est de toute façon foutu. C'est du nihilisme financier pur et dur. Attends, donc les gens claquent leur argent parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien d'économiser? C'est quand même super sombre comme vision. On est loin du carpe diem joyeux, là. C'est très différent du carpe diem. Le carpe diem, c'est profiter de l'instant présent. Le doom spending, c'est une réaction au stress chronique. Regarde les faits, Sarah. On sort d'une pandémie mondiale, on a une guerre en Europe, une crise climatique qui s'accélère et une inflation qui grignote tout. Mais le facteur déclencheur principal, le vrai coupable, c'est l'immobilier. L'immobilier? Quel rapport avec le fait d'acheter un sac à main de luxe ou un billet pour Bali? Le rapport est direct. C'est le paradoxe dont tu parlais au début. Avant le parcours classique, le rêve avec un grand R, c'était de se serrer la ceinture pendant 5 ou 10 ans pour avoir un apport et acheter sa maison. C'était l'objectif ultime. Aujourd'hui, regarde les prix à Paris, à Londres ou même dans des villes moyennes. Pour acheter un 30 mètres carrés décent, il faut s'endetter sur 25 ans avec des taux qui ont explosé. Pour beaucoup de jeunes actifs, même ceux qui gagnent bien leur vie, l'accès à la propriété est devenu une chimère. C'est mathématiquement impossible, ou alors ça demande des sacrifices démesurés. C'est vrai que quand je vois le prix du mètre carré, j'ai envie de pleurer. Donc tu dis que comme l'objectif principal a disparu, tout le reste s'effondre? Exactement. C'est l'effet à quoi bon. Si tu sais que peu importe tes efforts, tu ne pourras jamais t'acheter cet appartement parce qu'il faudrait que tu mettes de côté 1 000 € par mois pendant 30 ans, alors pourquoi se priver de ce café à 5 €? Pourquoi ne pas acheter ce manteau à 300 €? L'épargne a perdu son sens final. L'argent qui devait servir à construire l'avenir sert maintenant à anesthésier le présent. Anesthésier le présent, c'est fort comme image. On utilise la consommation comme un antidépresseur en fait? C'est de la dopamine en barre, Sarah, c'est purement chimique. Quand tu achètes quelque chose, tu as ce petit rush de satisfaction immédiate. C'est un anxiolytique puissant face aux mauvaises nouvelles. Tu ouvres Twitter, tu vois que la calotte glaciaire fond et que la géopolitique est en feu. Tu te sens impuissant. Ta seule zone de contrôle, c'est ton pouvoir d'achat immédiat. Acheter, c'est reprendre le contrôle, même si c'est illusoire. C'est se dire, le monde brûle, mais au moins, j'ai une belle peau grâce à cette crème à 80 €. C'est d'un cynisme absolu, j'adore et ça m'effraie en même temps. Mais Thomas, on parle de psychologie là, mais concrètement, est-ce que ça se voit dans les chiffres? Parce que les banquiers doivent s'arracher les cheveux, non? Ah, mais les banquiers sont en PLS, ou alors ils se frottent les mains, ça dépend du point de vue. Les chiffres sont là et ils sont brutaux. Aux États-Unis et en Europe, la dette de crédit à la consommation est à des niveaux records. Ce qui est intéressant, c'est le contraste générationnel. Tes parents ou mes parents, les boomers, ils avaient cette mentalité de bâtisseur. Ils se privaient de restaurants, ils ne voyageaient pas en low cost tous les week-ends, parce qu'ils savaient que la récompense était au bout du chemin. La maison, la retraite au soleil. Oui, c'était la culture de la gratification différée. On souffre maintenant pour profiter plus tard. Voilà. Nous, on est passé à la gratification instantanée, parce que le plus tard est devenu une source d'angoisse, pas une promesse. Il y a une étude récente qui montrait que près de la moitié des jeunes adultes préfèrent vivre une vie confortable maintenant, quitte à ne pas avoir d'argent à la retraite, plutôt que d'épargner pour des vieux jours incertains. La phrase qui revient tout le temps, c'est « Si ça se trouve, en 2050, on se battra pour de l'eau. Alors à quoi ça sert d'avoir un plan épargne-retraite ?» C'est terrible quand on y pense. C'est une forme de suicide financier lent, mais ça explique pourquoi l'économie continue de tourner alors que techniquement, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat réel. On vit à crédit sur le dos de notre futur? C'est exactement ça. On cannibalise notre futur pour rendre le présent supportable. Et le marché l'a très bien compris. Regarde l'explosion des services de paiement fractionnés. Les Buy Now, Pay Later, comme Klarna ou Alma. Ça te permet d'acheter ce sac de luxe en 4 fois sans frais. Ça dématérialise la douleur de payer. On te vend un train de vie de riche avec un salaire de classe moyenne. Le tout financé par de la dette invisible. C'est le triomphe du lifestyle sur le patrimoine. Avoir les riches est devenu plus important et surtout plus accessible que d'être riche. Oui, être riche, ça prend 30 ans. Avoir les riches, ça prend 3 clics et une mensualité. Mais Thomas, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, si? Il y a forcément un mur au bout du chemin. On fait quoi? On continue à danser sur le pont du Titanic en commandant du champagne? C'est la grande question de la sortie de crise. Est-ce que c'est une fatalité? Pas forcément, mais ça demande un changement de logiciel mental assez violent. Le problème, c'est que le modèle traditionnel, travaille, économise, achète une maison, est cassé. Il ne reviendra pas, ou du moins pas avec les mêmes promesses de facilité qu'avant. Donc il faut inventer une troisième voie. Une troisième voie?
Entre le moine ascétique qui mange des patates et la fashionista qui finit interdit bancaire? C'est ça. Les experts commencent à parler de soft saving. C'est l'idée d'accepter que, ok, peut-être qu'on ne sera pas propriétaire de notre résidence principale à 30 ans, peut-être jamais. Une fois qu'on a fait le deuil de ça, ça libère une capacité financière énorme. Mais au lieu de tout flamber dans du doom spending, l'idée c'est de réallouer cet argent vers des investissements plus liquides, plus flexibles, qui ne bloquent pas ta vie, mais qui te protègent quand même. Donc on arrête de viser la maison avec jardin et on investit en bourse ou dans des projets perso? Par exemple. Ou alors on accepte de vivre en location toute sa vie, ce qui est très courant en Allemagne ou en Suisse, mais on se constitue un capital à côté pour ne pas finir SDF à 60 ans. Le piège du doom spending, c'est le tout ou rien. Soit je suis un propriétaire responsable, soit je suis un flambeur nihiliste. Il faut trouver l'équilibre. Se dire, je m'offre ce voyage parce que j'ai besoin de vivre maintenant, mais je mets aussi 100 € de côté automatiquement chaque mois sur un compte que je ne touche pas. C'est moins sexy que le YOLO total, mais c'est le seul moyen de ne pas se réveiller avec la gueule de bois financière dans 10 ans. C'est dur de trouver cet équilibre quand les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie parfaite. On a l'impression que si on ne consomme pas, on n'existe pas. Ah, mais c'est une pression sociale démentielle. Le doom spending, c'est aussi une quête d'appartenance. Si tu ne fais pas le brunch à 30 € le dimanche, tu es exclu socialement. Lutter contre ça, ça demande une force de caractère incroyable. Mais il faut se rappeler que l'économie a besoin que tu dépenses. Le système est conçu pour te faire croire que la solution à ton anxiété climatique ou politique, c'est l'achat. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Le sac à main ne va pas baisser la température de la planète. Ça, c'est certain, mais il va me faire sentir mieux pendant environ 45 minutes, et c'est déjà ça de prix. Non, je plaisante, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, le doom spending, c'est le symptôme d'une génération qui a perdu ses repères traditionnels et qui essaye de naviguer à vue dans le brouillard. C'est une très belle façon de le résumer. C'est un cri de détresse déguisé en hédonisme. On danse sous la pluie parce qu'on peur de l'orage. Mais mon conseil de sociologue un peu rabat-joie serait quand même celui-ci. Achetez-vous ce café latte si ça vous fait du bien, vraiment. Ne vous flagellez pas pour les petits plaisirs. Mais essayez de garder une petite bouée de sauvetage financière, juste au cas où la fin du monde aurait un peu de retard. Au cas où la fin du monde aurait du retard, je la note celle-là. C'est une excellente conclusion. On profite, mais on garde un œil ouvert. Merci beaucoup Thomas pour cette analyse. C'était passionnant et un peu effrayant, comme toujours avec toi. Merci Sarah. Et promis, la prochaine fois, on parlera d'un truc plus joyeux. Quoique, vu l'actu... On verra bien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous nous écoutez depuis votre nouveau smartphone acheté à crédit alors que votre frigo est vide, sachez qu'on ne vous juge pas, on vous comprend. À la semaine prochaine.